C'est un dimanche ensoleillé à Créteil, en banlieue parisienne. Je me suis invité à la fête. Une fête juive, l'Akba Omer. À la fois conviviale, avec stand, grillades et jeux pour enfants, et religieuse pour les plus orthodoxes. Une ambiance bon enfant, mais sous haute surveillance policière. Les quarts de CRS rappellent que quelques mois après l'attentat de l'Hyper Cacher, la communauté juive est toujours une cible potentielle. L'antisémitisme ici, personne n'aime en parler, mais tout le monde y pense. Chacun a sa petite anecdote, des injures aux agressions physiques, que certains acceptent de raconter seulement sous couvert d'anonymat. Je me suis fait agresser à Gagny en espace de 6 mois, 4 fois, avec des propos très antisémites. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit par exemple? Alors, dans une des agressions, ils m'ont dit carrément mort aux juifs, donc ça c'est clairement. J'ai un petit frère qui s'est fait frapper aussi. Ouais. Il s'est fait frapper alors qu'il était dans un parc public tout simplement. Les frappés, on l'a fait allusion au fait qu'il était juif? Ah bah bien évidemment parce qu'il était avec une kippa sur la tête. Mon fils en primaire, on lui a dit, toi le juif t'es mort. Et les profs ont fermé les yeux. Ah oui. Et il a fallu que je demande s'il fallait que je lui remette l'étoile jaune. Entre 2013 et 2014, le nombre d'actes antisémites a doublé, bien avant la tuerie de l'Hyper Cacher. Un mois après les attentats, une vidéo est apparue sur Internet. Un journaliste israélien, filmé en caméra cachée, marche dans Paris avec une kippa. Cette vidéo montre sur son passage des crachats et des injures. Ces images m'interpellent. Les agressions, les insultes sont-elles devenues monnaie courante? Est-ce la réalité que vivent les Juifs de France? J'ai voulu savoir. Alors j'ai mis une kippa et j'ai marché dans les rues et les cités. Et voici ce que j'ai vu. Ainsi commence la vidéo de Zvika Klein. Il affirme avoir circulé pendant 10 heures à Paris avec une kippa. D'abord dans le centre de Paris, puis dans des quartiers populaires. Sur ces images, le journaliste se fait interpeller. Il est pris à partie et parfois insulté. Le son n'est pas toujours audible. Il faut s'en tenir aux sous-titres, traduits en anglais, hébreu et français. Cette vidéo a été vue 5 millions de fois et a fait le tour du monde. Comment a-t-elle été tournée? Et pourquoi? Dans l'article qu'il a écrit sur sa vidéo, Zvika Klein dit être accompagné d'un garde du corps, invisible à l'image, et d'un ami qui filme en caméra cachée. Le montage dure 1 minute et 36 secondes. Nul n'a vu l'intégralité de son tournage. Mais voici comment il analyse son expérience sur la chaîne américaine conservatrice Fox News. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou presse les Juifs d'Europe de partir et d'émigrer en Israël. Et pour une bonne raison, l'antisémitisme augmente. Avez-vous craint pour votre vie? Pensez-vous plus sage pour les Juifs d'Europe de partir? Oui, j'ai eu peur. Peur pour ma vie. J'étais une cible avec ma kippa. Ce dont nous parlons, c'est de l'antisémitisme des musulmans, qui ne reconnaissent pas le droit aux Juifs d'exister et qui commettent des actes violents. Des propos condamnables par la loi française. Dans l'article qui accompagne la vidéo, Zvika Klein va plus loin. Dans le Paris d'aujourd'hui, certains quartiers sont interdits aux Juifs. Puis il compare les rues de Paris à celles de Ramallah.
C'était comme marcher dans la vieille ville de Ramallah. Quelques minutes de plus, et on se faisait lyncher. Son expérience dans mon propre pays me questionne. Alors j'ai voulu faire le même test. Je suis allé rue des Rosiers, dans le quartier juif de Paris. Je me suis acheté une kippa. Et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg. J'ai pris le métro, le RER, le tram. Sans garde du corps, contrairement à Zvika Klein. Juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, je n'emmène pas large. J'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence et parfois même des marques de sympathie. Bonjour. Ah, merci. Salam alaikum. C'est Shabbat Shalom, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Bonne soirée. Alors, j'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue, à Clichy, Aubervilliers, La Courneuve, Créteil, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Bonjour. D'accord, vous promenez à la ferme? Hein? Vous promenez ici? Bah pourquoi pas? Oh, vous avez raison. Hein. C'est beau? C'est pas beau aujourd'hui, il fallait venir hier, il faisait beau. Ah, j'étais pas là. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes devenu avec la kippa normale. Hein. Bah, c'est la pourquoi première pas fois qu'on voit ça là ici. Ah bon, vous avez jamais vu ça? C'est la première fois. Ouais. Bah parce que souvent on dit que c'est dangereux alors bon. Non, il n'y a pas de dangereux, il n'y a rien, tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Pas de... Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, 30 ans. c'est une juive, ça fait 30 ans qu'elle Al-Zeral. habite à côté. Et pourtant on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. pas Fils vrai, de pute, c'est des menteurs ça. C'est des- Non, non, c'est pour les ça. journalistes, ça, c'est pour Diviser. donner une bonne Pour image régner. de la religion musulmane et des jeunes de quartier. C'est n'importe quoi. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil, on De va... l'eau, du thé. Non, c'est gentil. Merci, hein. Au revoir. Des scènes comme ça, j'en ai accumulé des dizaines. Dans le quartier de Barbès à Paris, un groupe de jeunes tente même de me rassurer en me disant qu'ici je ne risque rien. Chacun sa religion, chacun fait ce qu'il a envie. Non, parce que chacun a des comptes à rendre avec la religion. Bah non, parce que... c'est pas vous, hein. C'est pas vous personnellement. Attends, on vous fait une photo aussi. Non, non. Là, que là, c'est coupé. Il faut le prendre aussi. Voilà, faudra la foutre sur Facebook. Tous les réseaux sociaux. Bienvenue les mecs. Ouais, merci. Merci. Allez, merci, ça fait plaisir. Salut. Au total, j'ai marché plus de 120 km et enregistré près de 60 heures d'images. En 12 jours avec une kippa, je n'ai subi ni violence, ni injures. L'antisémitisme existe, tous les chiffres le disent. Mais comment une telle différence avec la vidéo de Zvika Klein est-elle possible? Qui est donc ce journaliste? Je décide d'aller en Israël, à Jérusalem, rencontrer Zvika Klein pour lui raconter mon expérience. Je le retrouve devant le mur des lamentations. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. How are you? I'm fine. Désolé, je ne parle pas hébreu. Ah, it's okay. Et moi, je ne I parle don't pas speak français. French. Okay. Première surprise, il ne vit pas en France et ne parle pas français. C'est un militant sioniste, ancien membre du service de communication de l'armée israélienne. Il a grandi dans une colonie juive. Il travaille pour un quotidien religieux et pour le site d'information NRG qui a publié la vidéo. Tous deux sont propriétés de Sheldon Adelson, un milliardaire juif américain proche de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui incite les Juifs à quitter l'Europe pour venir en Israël. Je raconte à Zvika Klein mon expérience en caméra cachée, si différente de la sienne. Si vous n'avez pas eu de retour négatif, je suis heureux pour vous. Mais moi, j'ai vécu le contraire, et bien plus que ce qu'on voit dans la vidéo. Parce que cette vidéo pourrait être considérée par certains comme de la propagande. Dans la pensée sioniste, il y a le retour des Juifs en Israël. On n'a pas créé quelque chose qui n'existait pas. Je ne pense pas que les gens viennent s'installer en Israël à cause de cette vidéo.
Cette vidéo, postée un mois après les attentats, a-t-elle pu attiser le sentiment d'insécurité des Juifs de France et les convaincre de partir, comme le souhaitait Benyamin Netanyahou? Difficile de l'affirmer, mais elle sert le propos. La poussée de l'antisémitisme en France reste une réalité incontestable. Des tags aux agressions physiques, le nombre d'actes antisémites a été multiplié par 2, passant de 423 en 2013 à 851 en 2014. Un antisémitisme qui peut prendre plusieurs visages. Jusqu'où peut aller la violence antisémite dans la France d'aujourd'hui? Je pars à la rencontre de ceux qui l'ont subi. Bonjour. Vincent, oui, David. spécial. Enchanté. Enchanté. David est enseignant et juif pratiquant. Il a accepté de m'emmener là où il s'est fait littéralement passer à tabac en sortant d'un restaurant du 19e arrondissement de Paris. Quand je suis arrivé à peu près ici, les 3 personnes qui me suivaient m'ont attrapé. Donc je me suis retourné, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils ont commencé à m'insulter en me traitant de sale juif, fils de pute, tout ça. Et ils m'ont collé contre le mur en me bousculant. Ouais. Donc je suis arrivé. Ils ont dit sale juif. Ah ouais, sale juif, fils de pute, et puis d'autres mots aussi, en arabe aussi. Et donc ils m'ont collé contre le mur, et puis là, ils ont commencé à me tabasser à 3. Donc j'avais... Excusez-moi, ça... Oui, je comprends. Et au bout d'un moment, il y en a un des 3, celui qui était au milieu, m'a arraché ma chemise. Et avec un marqueur, il m'a dessiné une croix gammée sur le torse. David a pris une photo de ses blessures et de ce qui ressemble en effet à une esquisse de croix gammée. C'est pas moi personnellement qu'on a attaqué, c'était la communauté. Et puis encore dans un quartier juif aussi, justement. Et ça vous fait quoi de vous dire qu'on vous attaque parce que vous êtes juif? Ça me révolte, parce que moi je suis enseignant en lycée public, donc je côtoie beaucoup de toutes sortes d'élèves, aussi de toute origine, avec qui j'ai pas de problème particulier. Donc je respecte les personnes, et puis il faudrait qu'on nous respecte aussi. Selon le ministère de l'Intérieur, 51% des actes racistes commis en France en 2014 étaient dirigés contre des juifs. Ils représentent moins de 1% de la population française. Garges-les-Gonesse, en banlieue parisienne. Plantée au milieu d'une cité sensible, la synagogue. C'est là que j'ai rendez-vous avec Alain Ben Simon, le président de la communauté juive locale. La synagogue a déjà été la cible d'attaques ou de tags antisémites. Il y a quelques années de ça, on a eu des impacts de balles sur la fenêtre. Donc on a souvent des tags sur la clôture de la synagogue. Donc on essaie d'être vigilant à ce niveau-là pour ne pas les laisser trop souvent. Ici, c'était marqué l'anti-juif ou sale juif, nique le juif. Alors ça, c'était au mois de mars de l'année dernière. Il y a eu aussi au mois de janvier des tags antisémites sur l'immeuble, dans une cage d'escalier. Vous avez une croix gammée, une croix gammée avec anti-juif. À force, les familles juives finissent par s'en aller. De 800 il y a 20 ans, elles ne sont plus que 300 aujourd'hui à Garges. Pour ne pas avoir à vivre comme des assiégés. Il y a 4 militaires oui. en armes, c'est depuis les attentats. Depuis les attentats, oui. Tout à fait, oui. Mais parce que ça fait un peu l'impression d'un bunker. Quoi, ah oui, non, mais ici c'est un bunker, tout à fait. D'ailleurs, oui, que c'est celui qui veut escalader. C'est vrai qu'il y a du boulot, mais... Il y a des pics, oui. Oui, non, c'est un bunker, tout à fait. C'est pas très agréable. C'est pas très agréable, mais bon, on s'habitue. On s'habitue et puis ça ne nous empêche pas de vivre. Même si on comprend qu'il y a peut-être des moments où c'est un petit peu plus difficile quand ça chauffe, entre guillemets, en Israël. C'est vrai qu'ici, tout de suite, on fait l'amalgame. Et le conflit israélo-palestinien dessert très souvent la communauté juive, qui, en fait, compte, n'a rien à voir avec tout ça. L'ombre du conflit au Proche-Orient pèserait-elle autant sur les relations entre juifs et musulmans de France?
j'ai entendu parler d'un homme qui veut renouer le dialogue entre les deux. Michel Serfati, le rabbin de Ris-Orangis. Bonjour. Bonjour, L'homme se porte. En 2003, son agression par des jeunes d'origine maghrébine fait la une des journaux. Le ministre de l'Intérieur de l'époque se déplace en personne à la synagogue de Ris-Orangis. Ils ne m'ont pas frappé d'abord parce que j'étais juif. Ils m'ont frappé parce qu'ils ont crié « Vive la Palestine », croyant que je représente le soldat de Tsahal dans sa lutte contre le petit Palestinien. Mais le rabbin n'a pas voulu en rester là. Il a créé la première association d'amitié judéo-musulmane. Depuis 12 ans, au volant de son minibus, il sillonne les quartiers sensibles pour faire tomber les préjugés et les barrières. Aujourd'hui, il m'emmène à Vénissieux, en banlieue de Lyon. Aux Minguettes, une cité mythique d'où est partie la marche des beurs en 1983. Là, on va attirer les regards. Le rabbin s'installe toujours au beau milieu de la cité. Avec son bus bariolé, il sait qu'il n'aura pas à attendre longtemps. Très vite, un homme l'interpelle depuis sa voiture. Ce que je comprends pas, vous exterminez les gens en Palestine là-bas et après vous dites venez en banlieue, vous faites moi pas. Tu jamais sous l'idée. Pourquoi, monsieur? C'est la vérité. Vous dites quoi? Vous dites amitié musulman. Entre toi et moi. Ouais. Entre toi et moi, ici en France. Ouais, c'est ça en l'essentiel, en France. Mais là-bas, il se passe quoi là-bas? Moi, je ne vis pas là-bas et toi, tu ne vis pas là-bas. Ouais, mais il se passe quoi là-bas? On s'en fiche de ce qui se passe. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est toi. Ah non, on s'en fiche pas, nous, cousin. Non, on s'en fiche pas. En tout cas, on peut se saluer. Ouais, bien sûr. Et on peut se dire, on se revoit et on discute entre nous. Nous, l'islam, il nous dit quoi? Il nous dit même si on doit trouver un juif en galère, on doit l'aider. Mais vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de coloniser. Non, mais qui c'est vous? Tu peux me tutoyer, moi. Ouais. Moi, je m'appelle Michel. Non, ton c'est un prénom. respect, monsieur. Quel est ton prénom? Je vous Ah, c'est merveilleux. Tu as prononcé un mot qui me tient beaucoup à cœur. Tu as prononcé le mot respect. Ouais. Alors, moi, ça me ferait plaisir que tu stationnes et que tu m'accompagnes. Mais bon, c'est pas normal, en fait. Parfait. Le dialogue, entamé avec vigueur, se termine dans un sourire. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions? C'est habituel? Pour moi, elles sont naturelles, elles n'ont rien d'extraordinaire, elles ne me choquent pas, parce que c'est une réalité. Le tout est d'arriver à tendre la main, à faire sourire, puis de faire prononcer ce mot, le respect. Jeune homme, je peux t'offrir ça? Non, merci. Même de lire? Non, merci. Tu es pour l'amitié entre juifs et musulmans? Non, merci. Tu n'es pas pour l'amitié? Merci. Michel Serfati y croit. C'est en allant au contact que les choses changeront. Salam alaikum. Salam alaikum. Dosmak. Vas-y. Marhaba, comme on dit. Marhaban. Nous sommes une association et nous essayons de convaincre les juifs et musulmans de France de construire un vivre ensemble et pourquoi pas être amis quand c'est possible. Pourquoi dire pourquoi pas être? Pourquoi pas? Il ne faut pas mettre l'hypothèse, il faut dire il faut. Il faut. Que nous Vous soyons êtes pour. amis. Ben oui, Donc, bien sûr. Vous êtes péremptoire, vous êtes... Ah, mais moi, j'ai des amis de tous les coins du monde. Donc vous êtes favorable pour que juifs et musulmans en France... Mais c'est pas juifs et musulmans, c'est tout le monde. Tous les citoyens. Et tous les citoyens, y compris juifs et musulmans, ensemble. Bon courage à vous, mais il n'y a pas d'agression. Il y a des imbéciles. Et Bravo. voilà. Et Je vous salue. courage à vous, en tout cas. Ça ne doit Merci pas être beaucoup. facile. Vous êtes musulman? Et vous êtes pratiquant ou pas pratiquant? Pas pratiquant. Bah, donc si tu rencontres des juifs, que tu dirais? Normal, s'ils me font rien, je leur fais rien. Oui. Le rabbin est plutôt bien accueilli. En 12 ans, il n'a pas subi de violence physique dans aucune des cités où il s'est rendu. Mais parfois, quelques injures. J'ai envie de m'impliquer, de dire, on vient faire quelque part, on peut être tenté facilement. Michel Serfati en est conscient. C'est un travail de fourmi. C'est normal. Que certains événements, comme l'attentat de l'Hypercacher en janvier dernier, menacent de réduire à néant. Depuis, beaucoup de familles ne se sentent plus en sécurité en France et songent à partir. Comme David Calfon, je l'accompagne faire ses courses. Pas n'importe où. À l'Hypercacher de Vincennes, là où Amédi Koulibaly a tué 7 personnes. C'est la première fois qu'il y retourne.
Il n'était pas là le jour de l'attentat, mais il était un client régulier du magasin. C'était l'endroit où j'avais effectivement l'habitude tous les vendredis de faire mes courses, comme on dit, nos courses pour Shabbat. Un petit coup de fil de ma femme en me disant voilà et voilà ce qu'il faut acheter. Et puis voilà, donc c'est un petit peu beaucoup d'émotion de revenir pour la première fois après. Un attentat dans un lieu si familier, c'est la violence de trop. David a décidé de quitter la France. L'appartement familial est déjà à vendre. Dans 2 mois, c'est le départ. Donc là, je suis en plein dans la préparation des cartons. Parce qu'on a le transporteur qui va venir d'ici quelques jours pour tout récupérer. Bonjour, comment tu t'appelles? Sacha. Sacha, moi c'est Thierry. David me présente sa famille. Bonjour. Voilà, ça c'est Léna. Ok. Ma fille. Bonjour. Donc prêt pour le départ? Ouais. Ouais. Oui. Voilà. Malgré son attachement à la France, la famille Calfon veut quitter un pays qui lui semble désormais hostile. C'est une accumulation de choses, d'événements. Ça a déjà commencé pour nous avec Ilan Halimi. Un mois, Ilan Halimi. Ah oui. C'était quand même quelque chose de... On a commencé à y songer. Ouais. Mera, c'était terrible. C'était terrible, Toulouse. C'est bien quand même Israël. En 2006, Ilan Halimi est séquestré et torturé à mort parce qu'il était juif. En 2012, le terroriste Mohamed Merah assassine 7 personnes, dont 3 enfants à la sortie d'une école juive de Toulouse. 2 affaires qui ont bouleversé la famille Calfon. Et l'hypercachère? À l'hypercachère, ça m'a convaincue de ma décision. Moi, ça me fait mal, hein, quand même. Ça me fait vraiment mal. Parce que j'habite là, je vis là, j'ai grandi, voilà, je suis né ici, j'ai grandi ici. Et voilà, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, maintenant, voilà, il faut partir. On est ici en guerre contre l'islamo-fascisme. Ces gens ont déclaré la guerre à la France. Ces gens qu'on arrête chez eux avec des armes, des explosifs, je sais pas, c'est un mode militaire. Selon l'agence juive, 5100 Français ont émigré en Israël entre janvier et août, presque 2 fois plus qu'il y a 2 ans. L'antisémitisme a de nombreux visages, et je vais en découvrir d'autres. Je prends la route de l'Alsace, plus précisément de Saint-Réunion. J'ai rendez-vous avec Jacques Wolf, l'un des derniers juifs de la commune. 3 semaines après les attentats de janvier, alors qu'il se rend au cimetière israélite de la ville, voilà ce qu'il découvre. Donc là, on a la tombe du frère de mon grand-père, l'oncle Charles. Et ils ont tout simplement... Ils l'ont ouvert. Ils ont, comme les nazis s'étaient évertués à détruire toute forme de mémoire en cassant les épitaphes. Oui. Et encore une fois, on revit la même chose. 250 tombes ont été dégradées, la plus grande profanation qui ait jamais eu lieu en France. C'est la 5e fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le cimetière est dévasté. Ma première réaction, ça a été la colère. La colère parce que trop c'est trop. Ce cimetière aimerait certainement qu'on l'oublie, qu'il soit réhabilité et qu'on l'oublie. Un autre événement troublant a eu lieu le même soir, de l'autre côté de la ville. Un acte malveillant qui vise là encore des Juifs. Michael Müller et son épouse Maria m'emmènent voir ce qui reste de leur chalet. Il a été ravagé par un incendie criminel. C'est le chalet qu'a construit mon grand-père, à côté des temps familiales. Ça s'est passé le soir même du saccage du cimetière. Et ça, c'est un incendie criminel ou ça peut être par accident? Non, clairement, c'est criminel parce qu'il a été saccagé avant. Il n'y a pas de source de chaleur à l'intérieur. Et pourquoi on s'en serait pris à vous? Parce que je suppose que mon épouse et mes enfants sont juifs
Ça doit être la principale raison, c'est quelque chose de connu dans le village et on voit difficilement une autre raison. Les auteurs de la profanation du cimetière sont des jeunes de la commune, mineurs et alsaciens depuis des générations. Michael veut me montrer ce qu'il a découvert en regardant le profil Facebook de ces jeunes. On prend quand même les pièces. C'est des jeunes tout à fait normaux, ils viennent de classe moyenne, leurs parents ils sont profs, ou conseillers municipaux, c'est des notables du coin. Il n'y a pas un musulman dedans. Hein. C'est des bons petits Alsaciens. Hein. Des fans de black metal, de références néo-nazis et de blagues antisémites. On a fait un nez de juif, connard. Mais non, putain, sors la chambre à gaz. Hein. Parmi les amis des profanateurs, l'un d'eux a choisi le pseudo de Jolocaust. Un antisémitisme qui s'affiche de plus en plus ouvertement, jusque dans la rue. Paris, janvier 2014. Une manifestation d'extrême droite rassemble 20 000 personnes. Sur ces images, tournées et diffusées par un site d'extrême droite, des slogans d'un autre temps qui ressurgissent pour la première fois depuis la libération. Dans cette manifestation, les militants d'extrême droite voisinent avec des jeunes Français issus de l'immigration. Une alliance contre nature tout à fait nouvelle, selon Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite et de l'antisémitisme. À cette manifestation défilent, peut-être pas main dans la main, mais en tout cas côte à côte, et avec les mêmes slogans, sous les mêmes bannières, des gens qui, en principe, devraient défiler les uns contre les autres, parce que les uns sont musulmans, se réclamant pour beaucoup de formes de pratiques musulmanes, et les autres sont, alors c'est selon des néo-nazis, des néo-fascistes ou autres composantes de l'extrême droite traditionnelle. Comment ces manifestants très différents ont-ils pu se retrouver sur la haine anti-juive? Internet y a sans doute contribué. L'antisémitisme s'y développe en toute liberté. Sur Twitter, le hashtag « Un bon juif » a fait fleurir les tweets antisémites. Quand je tape « chambre à gaz » sur Google ou YouTube, dès la deuxième ligne, apparaît le mot-clé « preuve ». Il renvoie à des vidéos négationnistes qui tombent pourtant sous le coup de la loi. Guilhem Fouettillou travaille pour une société de veille sur Internet. Il a recensé les sites français porteurs de discours antisémites. Il y en a plus de 600. Il a dressé une carte des connexions entre eux. On voit par exemple qu'il y a des sites d'extrême droite, des sites conspirationnistes, des sites pro-palestiniens, des sites porteurs d'un discours plutôt de l'islamisme radical. L'univers extrême droite est le plus important aujourd'hui dans cette carte-là. On est principalement dans une extrême droite traditionnaliste, conservatrice, réactionnaire, nationale, et qui en général va mettre dos à dos d'ailleurs le judaïsme et l'islam. C'est une extrême droite chrétienne, et qui est autant antisémite qu'elle va être anti-musulman et anti-islam. Chaque site renvoie à un autre et forme une galaxie très influente. Il y a une stratégie d'occupation du web qui est extrêmement professionnelle et qui est du niveau des meilleures marques, des meilleures entreprises, des plus grandes marques dans le monde. Donc ils sont présents sur l'ensemble des canaux que propose le web. Ils sont présents sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur les blogs, dans les forums. Chaque fois qu'un site est interdit, eh bien, il y a une stratégie de réoccupation du territoire, c'est-à-dire qu'ils vont réouvrir de nouveaux sites et ils essaient de toucher le maximum de public, de cibles, en étant sur des principes de citation réciproque, de répétition du message et d'occupation maximale du territoire. C'est des techniques d'occupation quasiment de guérilla sur le web qui sont extrêmement affûtées et très efficaces. La sphère antisémite gangrène le net, et nombre d'adolescents qui passent des heures sur le web subissent leur influence. Je vais rencontrer un homme qui veut lutter contre les préjugés antisémites dès le plus jeune âge. Allez, on y va. Bon, c'est moi qui ai les tickets, hein, donc venez.
Yanis Roder est professeur d'histoire depuis 10 ans en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il emmène une classe de 3e visiter le camp de Drancy. C'est bon là, tout le monde là? On n'a pas perdu Loris, non, c'est bon? Ici, vous êtes juste en face de ce qu'était le camp d'internement. Voilà, le camp d'internement était là. C'est-à-dire c'est cette cité en U là, dans laquelle les gens étaient enfermés avant de partir en autobus pour la gare du Bourget où on est arrivés nous, et de là vers la Pologne et principalement à Auschwitz. 67 000 Juifs ont été internés ici entre 1940 et 1944. Et quel est le dispositif de surveillance qui va être ajouté? Il y a 2 rangées de barbelés tout autour du bâtiment. Cette leçon d'histoire in situ semble captiver les élèves. Le bâtiment qui est en face, le bâtiment... Qu'est-ce que tu as pensé de la visite? J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Quoi, par exemple, tu as appris que tu savais pas? Il y avait beaucoup de morts. Ouais. Il reste que 3 survivants. Non, ça va être différent dans notre façon de penser sur les Juifs. Je suis hyper content. Vous avez été vraiment formidable. Vous avez donné... Changer le regard des jeunes sur les Juifs, c'est aussi le but de la visite. Parce que ce que vous êtes capable de faire, hein, voilà, et vous l'avez fait très bien. Merci beaucoup, c'était vraiment super. Voilà. Yanis Roder entend parfois des remarques antisémites dans ses classes. Il sait que les préjugés ont la vie dure. Il ne faut pas les nier. L'enseignement sert justement à les combattre. Il y a un antisémitisme réel en banlieue, qui est véhiculé notamment par les réseaux sociaux. Une partie des organisations politiques, une partie des syndicats, une partie des organisations antiracistes ont d'abord nié cet antisémitisme. Mais tout simplement parce que je pense que d'un point de vue idéologique, ça ne rentrait pas dans les cases. Nos élèves sont vus par ces organisations politiques ou antiracistes comme des victimes sociales. Dénoncer l'antisémitisme d'une partie des gamins dans nos établissements, ce serait stigmatiser tous les gamins. Et ce serait stigmatiser tous les gamins d'origine étrangère. Mais en réalité, si je réfléchis 2 minutes à cela, c'est finalement ethniciser le débat que de dire ça. C'est-à-dire que personne ne dit c'est toute une communauté qui dit ça, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas généraliser, il ne faut pas voir que voilà, tout ne brûle pas, c'est pas vrai. On peut faire un vrai travail, on fait des choses formidables avec des élèves. Ça ne veut pas dire que tout va bien non plus. L'éducation, l'enseignement de l'histoire, c'est ce qui permet de déconstruire le discours antisémite. Mais il faut du temps. Oui. Et pour les Calfons, le temps est venu de ne plus attendre. Ça passera jamais, ils vont s'arracher. C'est le jour du grand départ. Alors. La famille boucle les dernières valises. Toute une vie à emporter de l'autre côté de la Méditerranée, en Israël. Ça déborde de partout, hein. Ce n'est jamais facile de quitter son pays. À l'heure des adieux, Sacha, le petit dernier, a le cœur un peu serré. J'ai pas trop envie de partir parce qu'il y a tous mes copains ici et mes copines. Alors j'ai pas trop envie de partir. Mais sinon j'ai envie de partir, mais les copains ils vont venir en Israël, alors peut-être qu'on va se voir, mais je sais pas en fait. Les Calfons trouveront-ils en Israël une vie plus apaisée qu'en France? L'antisémitisme est-il si tenace qu'il faille aller chercher la paix dans un pays au cœur d'un conflit vieux de près de 70 ans?